Multiplex le jour d'après. Et maintenant, à froid, qu'est-ce qu'on en pense? Les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Hier, on se retrouvait pour commenter la conclusion de la première phase de Ligue de l'histoire de la Champions, cette nouvelle édition. C'était bien sûr une sacrée soirée, il y avait 1 million de matchs. Bon, il y en avait 18 quoi. Il y avait beaucoup de choses à débriefer très à chaud au coup de sifflet final. Demain aussi, on va faire un rendez-vous très spécial. Demain, 11h, live, reprise des lives, tirage au sort, ce sera sur la chaîne YouTube. Soyez là dès 11h, j'ai préparé les visuels. J'espère que ça vous plaira. Je pense qu'on va faire un petit truc sympa pour commenter et se projeter un petit peu sur la suite de la compète. Mais aujourd'hui, maintenant qu'on est un peu remis de nos émotions, j'ai envie de revenir sur les matchs en eux-mêmes, le terrain, revenir sur les rencontres les plus importantes, qui a bien joué, qui s'est mis en lumière, qu'est-ce qu'on retire comme enseignement, qu'est-ce qu'on retire comme mousquetaire aussi. Ouais, il y a encore des mousquetaires. On commence à avoir une très très belle collection. Bon, il y en a un qui est parti en Arabie Saoudite maintenant. Mais quoi, Zayn Suzuki, Lucas Tassin, Damsgaard, Sels, Burkhardt, Madi Camara, Carlos Soler, Myron Boadou, Luke de Jong, Gilavogic et Adams, Adam Lojek, 3 mousquetaires très hipster la dernière fois. Là, c'est des mousquetaires champions. Ils sont costauds et c'est en fin de vidéo. Où on surnommera aussi l'ami Kix. Donc tout ça, c'est à la fin. Mais votre récap Ligue des Champions du jeudi, par contre, c'est maintenant. Il arrive un petit peu tard, désolé, c'était une grosse journée. Mais très content de vous retrouver pour ça. D'abord, on commence la première chose, ça devait être le premier sujet. Phénoménal LOSC. Entre ce soir et leur campagne, ils méritent un énorme coup de chapeau. Et ce match entre Lille et le Feyenoord, c'était un match entre deux équipes qui étaient déjà qualifiées, mais là, il y avait les carottes du top 8 pour les deux. Si je ne m'abuse, c'était 12e contre 13e avant le coup d'envoi. Et Lille se présentait à la fois sans Edon Djegrova, la blessure qui continue pour Djegrova malheureusement, sans Benjamin André qui était suspendu, mais aussi au coup d'envoi avec Joe David sur le banc. Et où est-ce qu'il est, un petit peu plus bas aussi sur le banc, Akon Arnar Haraldsson, il est rentré à la fin. Goodmanson aussi, qui avait été un petit peu en difficulté la dernière fois à Anfield avec Mo Salah dans son dos. Mais donc ouais, pas mal de changements, on peut dire pas tous les atouts pour ces Lillois. Ça aurait pu être un match un petit peu compliqué. Ils se le sont rendus facile très vite. Ils ont démarré super fort, Kabela qui a fait un top match en très grande forme, la petite passe dans le dos splendide pour Sahraoui qui a été violent. Justin Bailo dans les buts est pas facile à battre l'autre jour contre le Bayern. Pendant 90 minutes, il avait vraiment tenu la baraque pour le Feyenoord, mais là, une frappe traître qui le bat 1-0 pour Lille. Ils ont très bien démarré. Top Lucas Chevalier aussi, et même si ça donne un corner sur lequel le Feyenoord revient, Santiago Jiménez un partout, Lille était juste au-dessus. Les obliques, comme celle-ci, d'Angel Gomez dans le dos, pour Thomas Meunier, l'utilisation de la largeur en général était vraiment excellente pour Lille. C'était via Meunier à droite, Mitchell Baker aussi à gauche, qui a très bien combiné avec Sahraoui. Là, on le voit Angel Gomez qui trouve Meunier, début de match Alexandro aussi, ballon renversé, et Baker Sahraoui. Ouais, franchement, ça c'était une liaison qui a super bien marché pendant tout le match. Ils se sont trouvés les yeux fermés, ils ont menacé dans le dos, les petits centres, comme ça aurait pu permettre à Kabela de marquer un but très vite là au bout d'une demi-heure. Le Feyenoord n'a pas eu de chance aussi avec Bailo qui sort blessé et ça a l'air d'être une vraie blessure en plus. J'ai vu qu'il était sorti avec les béquilles du stade. Malheureusement, coup dur pour eux. Et Santiago Jiménez quelques minutes plus tôt. Donc ils perdent leur gardien, leur avant-centre, leur méga avant-centre et leur gardien héroïque il y a quelques jours de la semaine dernière contre le Bayern. Donc ouais, forcément, deux gros coups durs. Mais Lille a été totalement à la hauteur. Les ravages sur la largeur qu'ils ont fait encore, Baker Sahraoui, ça provoque le contre son camp de Gernot Trauner. Et puis après, ouais, ça c'était très fort. Et après les entrées en seconde période d'Haraldsson, de David, ça commence à faire une sacrée charge explosive sur le front de l'attaque. Des bâtons de dynamite un petit peu partout pour Lille. Et ouais, des buts dans tous les sens. Kabela, le 6-1 pour récompenser son top match. Il a terminé avec un but, une passe décisive, 3 occasions créées aussi pour Rémi Kabela. De l'activité sans ballon, des courses, il n'a pas ménagé ses efforts. À 34 ans, un des matchs références de sa carrière. Et bien sûr, l'homme du match, Oussama Sahraoui, violent. Non seulement tout son apport offensif, les contributions sonnantes et trébuchantes, mais en plus, 4 dribbles réussis, record du match, 3 fautes provoquées, record du match, 9 duels remportés, record du match. Il a juste été absolument génial. C'était notre Lillois à suivre du début de saison. Et il est plus qu'en train de confirmer. En tout cas, là, il a fait vraiment son meilleur match Lillois. Et top match de Sahraoui.
Ouais, Lille en Europe, c'est vraiment quelque chose, hein. Leur parcours, il a commencé super tôt. Il a commencé en août, en sortant le Fener de Mourinho, on se souvient, Pep, Bruno contre José. Après, le Slavia Prague aussi, c'était compliqué ce tour de barrage. Et ça avait mal commencé contre le Sporting. Je me souviens, un carton rouge pris très vite. Mais derrière, victoire contre le Real, victoire contre l'Atleti, un point pris contre la Juve, 7 sur ces 9 points possibles. Victoire contre Bologne, contre le Sturm Graz. À Anfield, ils tombent sans avoir été ridicules. Et maintenant, ils explosent le Feyenoord. Ouais, très très fort ce qu'ils ont fait, avec plein de top joueurs qui se sont révélés, chevaliers aux yeux de l'Europe. Ribeiro, Ribeiro n'importe quoi, Alexandro, qui fait vraiment une top saison, incroyable en défense centrale. Donc ouais, super Lille. Et maintenant, on va voir la suite. Après 2 défaites d'affilée, qui a suivi une série de 21 matchs consécutifs sans défaite, Liverpool et Strasbourg, ils ont retrouvé le chemin de la gagne. Et maintenant, ils vont enchaîner 2 matchs plutôt abordables. En Ligue 1, Saint-Étienne et Le Havre. Et Dunkerque, le Dunkerque de Luis Castro. Deux coachs à suivre là, en enchaînant Orneland à Saint-Étienne et Luis Castro à Dunkerque. 2 coachs qu'on avait mis dans nos coachs à suivre de la saison. En Coupe de France donc, pour Lille, mais 2 adversaires à la portée maintenant pour Bruno Genesio. Et on connaîtra le tirage au sort du LOSC le 21 février, ça ce sera pas demain. Mais ils sont tombés dans une partie de tableau plutôt intéressante. On verra à la conclusion de ce play-off qui peut être, qui va réunir 4 des équipes qu'on voit ici, Sporting, Bruges, Atalanta, Dortmund. Ça peut être une de ces 4 pour Lille, mais plutôt intéressant et plutôt la bonne partie de tableau aussi pour Lille. Donc même si le quart de finale derrière pourrait être très difficile, mais voilà, franchement, vraiment respect à Lille, ce qu'ils ont fait. Petite pensée aussi quand même pour le Feyenoord qui a vécu la soirée cauchemar, pas de top 8, donc eux ils ont une partie de tableau assez compliquée honnêtement. Ça, ok, à la rigueur ils peuvent tomber contre le PSV Eindhoven, pourquoi pas, duel néerlandais, mais sinon l'AC Milan, après Arsenal, Inter, dans la même partie de tableau que Real, Bayern, City, etc., Atlético, Leverkusen. Ouais, très compliqué pour le Feyenoord, non seulement ça, mais en plus ils perdent leur gardien, ils perdent leur avant-centre. Juste avant une période critique pour eux, il y a le Klassieker contre l'Ajax à Amsterdam, juste à côté de chez moi là, c'est dimanche 14h30. Ils jouent le PSV Eindhoven aussi en quart de finale de coupe. Ils ont même un petit derby de Rotterdam ensuite contre le Sparta. Gros moment pour la saison du Feyenoord. Et le pire moment. Jiménez ça pourrait aller, mais j'ai vu que Bailo, en plus il a un gros historique de fragilité, ça va être difficile. Ils ont ma sympathie. Mais voilà, ça c'est Lille Feyenoord. Stuttgart Paris Saint-Germain ensuite, ça c'est la rencontre que j'ai vue en entier, en exclusivité. Je trouve pas mes mots. J'ai vu la première mi-temps et j'étais focus uniquement là-dessus. Après je suis passé multiplex, donc j'ai vu le match où j'ai vu le plus de choses. Et j'ai vu Paris qui monte en puissance dans la foulée de ce qu'ils ont produit contre Manchester City. Excellente première mi-temps, dans un match qu'ils se sont rendus faciles comme Lille, mais il ne faut pas oublier comment ça aurait pu tourner. On va y venir. Je pense, on l'oublie beaucoup, mais ça aurait pu vraiment très mal tourner. À Stuttgart, le stade était gonflé à bloc. C'était le gros moment de la campagne européenne de Stuttgart, le moment de dénouement. Ils n'ont pas été à la hauteur mentalement. Ils étaient très fragiles mentalement. J'ai vu un paquet d'erreurs techniques flagrantes. Karazor là, qui relance directement en corner alors qu'il n'est pas hyper pressé non plus. Stuttgart craintif, pas très bien entré dans son match. Et derrière, là, ce corner concédé. Et avec la déviation de Désiré Doué, très bien tapé, petite déviation splendide au second poteau, c'est le lionceau Bradley Barcola qui surgit. Deuxième but en 2 matchs, après avoir été tellement important contre Manchester City, il met Paris sur les bons rails. Et ouais, très bonne série récente pour lui. Très bonne série récente pour tout le monde. Les bonnes séquences de conservation parisiennes, elles ont totalement éteint Stuttgart. Ça a été difficile pour eux d'entrer dans ce match là-dessus. Et Hakimi, il est toujours à la rupture, toujours capable de menacer, de faire mal. Là, c'est hors jeu de pas grand-chose, mais sa menace est effrayante. J'ai vu l'attitude aussi. Dembélé qui est prêt à surgir, ça c'est juste avant qu'il joue un coup franc là, vous voyez, à genre une vingtaine de mètres là de leur ligne de but. Il est prêt, l'attitude parisienne sur ces matchs coup près en Ligue des Champions. Si on se souvient où était ce club il y a quelques années, sur l'attitude sans ballon, etc. Il y avait un vrai cap qui a été franchi. Il y a eu une montée en puissance cette saison, mais quand même, il ne faut pas oublier d'où ça vient, cette équipe, ce club, dans son identité de jeu. Et il y a un gros changement qui a eu lieu. Donc on verra, ce sera suffisant, les prochains tours vont être très difficiles. C'est pas une équipe finie encore, mais la mentalité, ouais, il faut pas oublier à quel point c'est différent. Et on le voit de plus en plus. Après, j'ai trouvé à la relance aussi, face à la pression de Stuttgart, qui était une de leurs armes phares,
Paris s'en est très bien sorti, le ballon par-dessus de Marquinhos, que ce soit Doué, Hakimi, Dembélé, ça combine bien, il y a de la projection. Si Dembélé sert Hakimi ici, ça peut faire encore plus mal. D'habitude, il se trouve très très bien, mais avec Doué aussi, dans cette zone, quand Dembélé est un peu faux neuf et qui dézone, quand Doué rentre un petit peu, les trois combinent super bien. Ça marche très fort. Et ouais, j'ai trouvé de belles séquences. Alors après, parfois, dans le dos, ils sont battus. Ça aurait pu mal tourner si Donnarumma fait pas cet énorme arrêt qui est le tournant du match pour moi. Parce que si Stuttgart revient un partout là, attention, et Paris marque le 2-0 sur la contre-attaque qui suit cet arrêt. Vitinha qui lance Barcola à la limite, mais il est pas hors jeu. Il sert Dembélé, 2-0. Dembélé encore en grande forme qui a marqué son premier triplé parisien ce soir. Barcola qui était à la limite, mais pas hors jeu. Donc c'est super bien joué. Et ouais, juste à Paris, au bout d'une demi-heure de jeu, 95% de passes réussies. Le poulpe de Tavira, là, ouais, toujours pas mal d'activité. Je crois pas qu'il ait fait son meilleur match, j'ai vu que la première période, mais même sur la première période, j'ai vu des choses pas mal avec et sans ballon. De l'activité, de l'énergie. Et Stuttgart, mentalement, il craque total. Wagnoman, ça a été très très compliqué pour lui, il se fait presser là par Barcola, mais encore une fois, signe des ingrédients que Paris est capable de mettre dans ses matchs, comme la pression. Ouais, ils étaient en grande difficulté Stuttgart. Le poulpe qui se projette, Dembélé, la frappe croisée splendide, en pleine confiance, et il réussit les gestes difficiles, ça fait 2-0. La réaction de Luis Enrique a dit beaucoup de choses, et il va même planter son triplé en seconde période, petite déviation au jeu avec Hakimi, splendide, les deux se trouvent les yeux fermés, quasi, et Dembélé finit 4-3 pour Dembouz, et ça finira 4-1, et juste top match pour les Parisiens. Malheureusement, le problème, Warren Zaïre-Emery, absent 3 semaines, il a pris un choc les toutes dernières secondes du match, vraiment dommage. Donc il va rater, ça veut dire au moins le match aller de play-off. Et sinon, un autre truc que j'ai envie de souligner quand même, c'est qu'avec cette victoire, on va pas trop y penser. Mais heureusement que Paris l'ait rendu facile ce match et que la victoire a été simplement acquise. Parce que Paris s'est qualifié donc avec 13 points. À la 15e place, on oublie un peu les difficultés qu'il y a eu, notamment comptables et tout. Mais moi, j'ai envie de revenir sur un truc, c'est que si Paris perdait ce match contre Stuttgart, où on disait qu'il y avait quand même 50% de chance en perdant avant le match, c'était vrai statistiquement, si Paris avait fini avec 10 points, Paris aurait été éliminé de la Champions. Ils auraient été derrière Bruges, derrière Zagreb, Paris serait sorti. Avec 10 points, Paris serait sorti. En perdant contre Stuttgart, Paris serait sorti. En perdant contre City, même en gagnant contre Stuttgart, même en gagnant comme ils ont fait 4-1 contre Stuttgart, s'ils avaient perdu contre City, s'ils n'avaient pas réussi cette remontada, pareil, ils seraient sortis. On l'oublie un peu, mais quand on y pense, j'imagine pour mes potos parisiens, ça fait un peu froid dans le dos peut-être. Il fallait vraiment aller chercher ces 2 gros résultats sur la fin. 4 points auraient été suffisants, mais 3 non. Ouais, ils l'ont fait. Alors Brest, pas ridicule, mais, il y a un mais, bien sûr. Et alors, pour saisir toute l'intensité de ce mais, de cette défaite au Roudourou, personnellement, j'ai suivi un petit peu sur le multiplex, mais j'ai eu besoin de mes copains de NordVPN. Cette vidéo, elle est sponsorisée par NordVPN. Et ouais, moi j'aime bien, je regarde les résumés. Zigo, en général, la chaîne néerlandaise, ils font des super résumés, 8 minutes, 12 minutes sur tous les clubs néerlandais. Mais là, par exemple, Brest-Real Madrid, ils s'en foutaient un peu, ils ont fait un truc de 1 minute 11. Ouais, c'est dommage, hein, top match de Rodrigo, il y avait des choses à Jork et tout. 1 minute 11, c'est pas beaucoup. Donc, moi, ce que je fais, je suis connecté aux Pays-Bas, et bah hop, non seulement je protège mon adresse IP en me connectant sur un serveur virtuel, mais je me géolocalise en France, et désormais, j'ai accès au résumé, par exemple, de Canal+ Sport, 8 minutes. 8 minutes, c'est mieux. Donc, si ça vous intéresse d'avoir accès à toutes ces fonctionnalités, avec NordVPN, vous avez accès à tout ça. Le lien en description vous permet de profiter de l'offre spéciale sur 2 ans d'engagement. Ça revient à moins de 3 € par mois. Et vous avez en plus, avec ce lien, 4 mois supplémentaires offerts. Donc 28 mois pour 80 €, un truc comme ça. Moi, je l'utilise tout le temps, NordVPN, super pratique pour mon taf, mais pour 1 million de choses. Donc je vous le conseille, sans réserve. C'est nordvpn.com/willou, lien en description. Ok. On est reparti donc sur ce Brest-Real Madrid, sans Vinicius suspendu. Lucas Vazquez, on a vu ce qu'il peut apporter. On a beaucoup parlé de Lucas Vazquez, de ses problèmes défensifs, la couverture de la profondeur, les centres dans le dos, etc. Couverture du second poteau, fermeture du second poteau et tout. Bon, avec ballon, dans un match où le Real est plus dominant avec ballon, ça donne des actions comme ça. Il peut se projeter dans le demi-espace, il peut mettre ses petits centres bien léchés au point de pénalty.
cette tête de Rodrigo, elle est repoussée par Bizot, mais il va être ici par exemple en dédoublement derrière Brahim Diaz et servir Jude Bellingham, une passe décisive dans ce match pour lui, du bon soutien pour ses offensifs. L'histoire du match pour les Real Madrid toutefois, ça a été la rencontre de Rodrigo, qui a été top. Magnifique, magnifique Rodrigo, ce slalom, la frappe pied gauche pour finir ensuite, ça c'est le but du 1-0. Brest a joué son match, on connaît leur plan de jeu offensif, on l'avait vu contre Salzbourg, contre Sturm Graz et tout. Le jeu aérien à mort, un peu moins, genre Ajorc qui n'a pas joué à 18 duels aériens, mais quand même, on passe un petit peu par les airs, et là, Ajorc par exemple, la remise pour Mama Baldé, ça passe au-dessus. Brest a eu des occasions, j'ai vu des Brestois combatifs, Ajorc a égalisé un petit but. Bon, elle est déviée par Tchouaméni, mais sinon, cette frappe sans élan, là, un peu en touché comme ça, c'était pas presque Ronaldinho 2005 là contre Chelsea. Bon, pas tout à fait, mais en plus, il y avait un petit hors-jeu, malheureusement. Pas de but pour Ajorc contre le Real Madrid. Mais j'ai trouvé qu'ils avaient de bons mouvements, franchement, pas ridicule. Ajorc, pareil, en appui là, Kenny Lala, Courtois a dû s'employer. Il a fait 5 arrêts quand même, Courtois. Il a été, je pense, gardien de la semaine Champions. En tout cas, j'ai vu sur certains sites statistiques. Donc ouais, il y avait du volume. Là encore, il doit s'employer. Sima aussi qui est entré ici en 1 contre 1. Mais à la fin, le star power madrilène a fait la différence. Rodrigo, c'est très très fort. On va pas arrêter de le dire en ce moment. C'est très fort. Il passe entre 4 Brestois. À la fin, il aura planté un doublé. Ça fait pour lui sur les derniers matchs 4 buts sur les 2 derniers matchs de Champions. Et aussi en Liga, il a pas mal planté. Sur les 10 derniers jours de compétition en Liga plus Ligue des Champions, 5 buts, 3 passes D pour Rodrigo. Et ouais, homme du match, 6 dribbles réussis, 11 duels gagnés. Top match pour Rodrigo qui méritait une petite place sur la miniature. Après, je veux dire, le Real Madrid, pas foncièrement impressionnant non plus. 23 tirs concédés quand même contre Brest, même si peut-être une seule grande occasion. Ça fait un petit peu de volume laissé à l'adversaire. Et ce qui est certain, c'est qu'ils vont avoir chaud au tirage. Parce qu'ils sont tombés du coup dans cette partie de tableau. Ils vont avoir très chaud. Parce que c'est soit City, soit le Celtic. Une chance sur 2. Autant, je veux dire, Paris, c'est Monaco ou Brest. Il y a pas mal de clubs où c'est relativement équivalent, entre guillemets. City, c'est le Real, c'est soit City, soit le Celtic. Ils vont suivre ce tirage avec grande attention. Et alors, pour Brest, c'est une situation peut-être un peu similaire, parce que c'est soit Paris, soit Benfica. Dans les deux cas, ils vont pas être favoris. Dans les deux cas, ça va être difficile. Mais ils ont une préférence très marquée, en tout cas. Eric Roy a dit, il a fait son choix. En Europe, ce qu'on veut jouer, c'est des équipes européennes. On ne veut pas jouer des clubs français. Il l'a dit, Benfica, forcément. Et Pierre Lesmelou, tu m'as miné le moral quand Laurent Paganelli lui a appris qu'il pouvait tomber contre le Paris Saint-Germain. Une chance sur 2 de jouer Paris. Donc ouais, eux, ils ont clairement leur préférence. Ils ne veulent pas le PSG. Sportivement, le plus gros match de cette J8, c'était le duel Flick-Gasperini. C'était Barça-Atalanta à Barcelone. Et l'histoire de ce match, tactiquement, c'était peut-être ça, l'Atalanta qui essaye de filer dans le dos de la ligne haute du Barça, la classique. Et la réponse, c'est ce Barça flickien avec l'horloger Pedri qui est là pour déclencher, avec l'enfant Benny Yamal qui a lâché des ankle breakers comme ça sur Isaac Yen. Pouf, elle fait mal celle-là. Bon, sa frappe derrière est un petit peu trop centrale, facilement captée par Carnesecchi. Mais après, sinon, l'Atalanta s'en est remis là, de ce poster dribble. Il joue très bien au foot, on le sait. Il marque un but hors jeu ici via Zappacosta. Le Barça fait une première mi-temps un peu quelconque. Par contre, magnifique mouvement flickien à la reprise. Baldé, Lewandowski, sa déviation de Lewandowski ici. En fait, Lewandowski, je trouve le jeu de déviation dans les grands espaces est dingue. Dans les petits espaces, c'est un peu moyen en vrai. Genre aux 20 mètres, aux abords de la surface. Il y a beaucoup de déchets. Mais dans les grands espaces, les déviations de Robert Lewandowski, c'est top. Et du coup, sur ses attaques, comme on dit, très directes, très flickiennes, Rafinha lancé dans la profondeur. Pareil, une touche pour aller bombarder l'autre côté pour Lamine Yamal, qui avec toute sa finesse efface Carnesecchi. Et finit dans le but vide. Magnifique but flickien. Et 1-0 pour le Barça, qui a été toujours dans cette verticalité constante, supersonique. Yamal, Rafinha, Lewandowski, qui s'en mêle un petit peu les pinceaux, malheureusement. Ça aurait pu permettre au Barça d'être devant 2-0. Et l'horloger qui horloge, qui crée des montres, qui envoie des passes magnifiques. Rafinha aurait pu avoir 2 passes décisives en plus, parce que ici Yamal, il finit avec l'externe pied gauche. Ok, on sait qu'il a ça dans son arsenal, dans son sac. Mais c'est sorti par Carnesecchi. Le Barça a mis du volume. Par contre, peut-être la défense, c'est toujours un petit peu la même question.
Et ouais, Eric Garcia, sur ce match, Ederson là qui finit, magnifique but. Ouais, je sais pas si Eric Garcia peut faire grand-chose, mais autant on avait tressé ses louanges dans le match contre Valence, là, dans le dernier récap du week-end, dans un match où le Barça est très dominant avec ballon, a beaucoup de volume offensif, beaucoup de ballons, et beaucoup de petits jeux intérêts à trouver face à un bloc bas, etc. Là, Eric Garcia, sa qualité de passe, c'était top. Là, peut-être, par contre, sur le jeu de remise, CDK, ensuite la profondeur, c'est un petit peu plus vulnérable. Et dans l'ensemble, Araujo, Koundé, Eric Garcia, Baldé, cette ligne de 4. Araujo, bien sûr, il marque le but du 2-1, donc il a ça à mettre à son crédit, mais sinon, ça pouvait être un petit peu vulnérable. L'Atalanta revient en 2 partout, passe à Leeds, je pense que dans l'ensemble, c'est mérité. 2 très très belles équipes. Et le Barça finit donc 2e sur 36 de cette phase de ligue. Magnifique. Ouais, juste derrière Liverpool. C'est quand même le Barça, la 6e équipe la plus jeune de la Champions. Bon, là, ils sont à la 8e place, mais 25,2, c'est pareil que Monaco et la Juve. Donc, on va dire 6e à égalité. 6e sur 36 équipes la plus jeune. Et la plus jeune du top 8. La plus jeune du top 8. Donc, faire ça avec cette relative inexpérience, c'est fort, surtout quand tu finis meilleure attaque, de très loin, 28 buts marqués. Les deuxièmes Dortmund sont à 22. 28 buts marqués pour le Barça. Et sur les 8 matchs, je crois qu'il n'y en a que 2 avec moins de 3 buts marqués. Tous les autres, c'est 3, 4, 5, 2 fois 5 si je dis pas de bêtises. Donc ouais, c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Mais cette partie de tableau-là, avec soit Barça, soit Liverpool pour le Paris Saint-Germain, ou Benfica ou Brest ou Monaco, quoi, si c'est PSG, ça ferait un gros match. Mais Liverpool et Barça, donc, en finissant 1 et 2, seront forcément dans 2 parties de tableau différentes. Ça ferait une sacrée finale. C'est vrai que là, si on se projette sur une finale de Champions 2025, c'est jamais ça. C'est jamais ça. Mais c'est le match qu'on a bien envie de voir, hein, c'est sûr. Avant ça, il faudra peut-être se débarrasser d'un gros en 8e. Voilà pour le Barça. Ensuite, City-Bruges et clairement City rescapé. Niveau enjeu, c'était difficile de faire plus costaud que ça. Pour City, une victoire ou la sortie. Et Bruges aussi était menacé. Ça, c'est pas trop vu pour Bruges parce qu'en transition, ils étaient hyper menaçants. Et City, c'est toujours aussi compliqué de défendre les transitions adverses. On l'a vu là. On l'a vu ici aussi où Jutgla, il mange Matheus Nunes. Et Onyedika, sur son service, finit 1-0 pour Bruges, juste avant la mi-temps, le vrai coup de froid à l'Etihad. Et les très très gros problèmes pour Pep, ils doivent en marquer au moins 2, ils doivent revenir, ils doivent gagner. Heureusement pour eux, ils n'ont pas trop le temps de douter parce que juste au retour des vestiaires, Kovacic, 1 an et demi après son arrivée, il a vécu son moment de lumière en bleu ciel, en sky blue. Ouais, il a sorti la foudre, très belle percée, frappe extérieure de surface, City revient un partout. Après Bruges, franchement, ils étaient au niveau, hein, j'ai trouvé. Les sorties de balles, Maxime de Kuyper, Tsolis, Van Aken, de belles occasions. Guardiola un peu en train de péter des câbles sur son banc. Tsolis encore une fois, là sur les transitions défensives, on voit à quel point c'est compliqué pour City. Kovacic est battu, il y a de la projection, ils ont mal. Et cette frappe de Tsolis, la 59e, elle passe à rien du montant d'Ederson. À la fin, ce qui a fait la différence, je pense, l'entrée de Savigno à la mi-temps. Très 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 bonne entrée. Son petit ballon là dans le dos pour Gvardiol. Ça provoque le contre son camp d'un joueur que j'aime bien, un dommage pourtant. Joël Ordóñez, vrai défenseur central prometteur. Pep qui explose sur son banc et qui envoie un gros coup dans la caisse de Gatorade. On voit la tension quand même. C'est marrant parce que Pep, moi je suis, on est habitué à le voir gagner déjà, mais aussi à être un petit peu plus distant avec la Ligue des Champions dans les interviews et tout. Il a toujours beaucoup valorisé le championnat, le truc le plus dur à gagner, qui démontre le plus la force de ton équipe sur 38 journées et tout. Du coup, le voir autant tendu par la perspective d'une élimination en Champions, je trouvais ça... Ouais, c'est spécial et c'est évidemment l'image de cette campagne de Champions, une des images, la City en grande difficulté. Ils l'ont fait à la fin parce que, comme on a montré, Savigno, et encore une fois là servi par John Stones dans le dos, magnifique contrôle. Savigno, lui, il est clairement à la hauteur et il finit 3-1 pour City. Ça a été difficile pour eux. Ils sont soulagés. Ils sont toutefois pas sortis d'affaire parce que pour eux, ce sera forcément un gros. Soit le Real, soit le Bayern en play-off. Et derrière, soit l'Atleti, soit les Leverkusen. C'est costaud. Hein. Franchement, cette partie de tableau, elle est effrayante en plus. Donc City ils sont pas tirés d'affaire tout à fait. Le PSV tombe les Reds. Alors ça pourrait ressembler à un match anecdotique parce que Liverpool
et rester premier malgré la défaite. Ok, ils font pas le 8 sur 8. Et on peut dire ils avaient beaucoup fait tourner, c'est vrai. Clairement, quand on voit un milieu de terrain, McConnell, Endo, Elliott, une ligne d'attaque, Gakpo, Dance, Chiesa, il y a très peu de titulaires. Je veux dire Jadon Dance, voilà en pointe. C'était le premier match de Première Ligue ou Ligue des Champions, le premier match où il y avait pas Van Dijk titulaire, première fois qu'il n'y ait pas titulaire sur un gros match, pas Salah titulaire, pareil, et pas Gravenberch. Les 3 mis au repos. Jadon Dance, comme on a dit, titulaire, un gars qui est évalué à peut-être 1 million sur Transfermarkt. Ouais, ils considéraient que finir 1 ou 2, c'est pareil. Ils ont un gros match contre Bournemouth samedi, ça c'est sûr. Et quand tu es un club de Première Ligue, tu prends toute opportunité que tu peux pour souffler un peu. Mais on va beaucoup dire ça sur la défaite de Liverpool. C'était contre un Liverpool B, C, entre guillemets. Mais peut-être on oublie que PSV Eindhoven aussi, ils avaient beaucoup d'absents. Pas de Malik Tillman, pas de Ryan Flamingo, pas de Luc de Jong, pas de Noah Lang, quelques autres aussi. Donc le résultat qu'ils ont fait, je pense, c'est vraiment pas à sous-estimer. Vrai résultat. En plus, Liverpool ouvre le score. Chiesa, première titularisation de la saison, provoque un penalty. Gakpo, pour son retour à Eindhoven, transforme 1-0. Mais le PSV a eu le mérite de revenir. Pepi, qui a peu joué en Ligue des Champions, superbe déviation là pour Bakayoko, qui envoie Kwanza et Robertson dans le Mordor. Fin de frappe, ils sont partis. Bonne nuit. Et il finit lucarne opposée. Magnifique finition. Top but de Bakayoko. Chiesa encore impliqué sur le 2-1. Frappe repoussée, elle est repoussée dans les pieds de Harvey Elliott qui termine. Et Chiesa, 90 minutes entières pour lui. Il n'avait pas fait ça depuis, Slot disait, 6, 7, 8, peut-être 9 mois. 90 minutes entières, top interview d'après-match en mode jouer à Anfield me donne des frissons, je veux continuer à Liverpool. Il faisait des efforts jusqu'au bout et tout. Donc un match important pour Chiesa. Typiquement, ça c'est ce genre de truc, c'est les raisons pour lesquelles j'aime bien faire les récaps de semaine, de week-end. Revenir sur les petites histoires que sinon on va zapper, on va oublier. Mais je pense parmi la myriade de choses qu'on peut soulever sur cette semaine de Champions, ouais, Chiesa a fait 90 minutes entières pour la première fois depuis des mois et des mois. Et ouais, il peut être un atout sur la fin de saison de Liverpool. Pas Titu. Il y a un sacré gars, il y a des sacrés gars à sa place sur les côtés. Mais ouais, considérons quand même la suite pour Fede Chiesa. Sinon, ouais, beaucoup moins positif par contre la titularisation d'Endo par exemple, qui est bousculé, battu ici, récupération haute du PSV Eindhoven, ça donne l'égalisation de Saibari juste avant la mi-temps. Et juste avant la mi-temps, ils mettent le but du 3-2 aussi, coup sur coup, boum boum. 5 buts en première, 0 en seconde. Il n'y aura rien de très marquant en deuxième période, à part la sortie sous les applaudissements du Philips Stadion de Cody Gakpo, ok, remplacé par Tyler Morton. Et sinon, un moment un peu dur en vrai. C'est rien de grave, mais ça m'a fait de la peine. C'est la sortie de Dance remplacée par Nalo, qui jouait défenseur central de Liverpool, qui jouait les premières minutes de sa carrière pro, tout court. Et 3 minutes plus tard, il est exclu. Bakayoko s'échappe, faute, carton rouge. Ça m'a fait un petit peu du mal de voir ça, franchement, un peu triste. Donc j'espère qu'il s'en remettra. Force à lui, Slot a dit en interview, ouais, forcément ça fait mal comme début. Mais ouais, courage à lui, courage à Nalo. Et Slot a aussi parlé en interview de la performance de McConnell au milieu de terrain. Et il dit du coup, on va pas le prêter. Donc ouais, il y a des petits jeunes qui poussent à Liverpool. Ça pourrait quand même leur jouer un mauvais tour d'avoir perdu ce match. Ils ont fait reposer leur équipe, ok, c'est vrai. Mais du coup, maintenant, en ayant donné, c'est pas donné, mais le PSV Eindhoven a pris 3 points qu'ils auraient eu du mal à prendre, surtout en étant diminué face au vrai Liverpool. Et bah du coup, ça fait que le PSV Eindhoven est passé devant le Paris Saint-Germain et que c'est le PSG qui pourrait tomber sur la route de Liverpool, potentiellement en fonction du tirage, et si Paris se qualifie aussi, bien sûr. Alors qu'ils auraient préféré, je pense, à Liverpool revoir le PSV. Mais voilà, ils se sont peut-être joué un mauvais tour. Ça, on verra dans quelques semaines, quelques mois. Et ailleurs, un petit peu de bonus. Benfica, belle victoire, faut dire. Ils ont bien rebondi du crève-cœur contre le Barça. Pavlidis a encore marqué, faut dire Gatti totalement pris ici. Il est servi, Pavlidis, il marque. Et ouais, juste malheureusement pour la Juve, Kalulu a dû sortir au bout de 18 minutes de jeu, 16 minutes de jeu, hop. Et déjà cette ligne, elle était très expérimentale. McKennie à gauche, Timothy Weah à droite, Gatti, Kalulu en défense centrale. Et c'est devenu Gatti, Locatelli qui a dû reculer. Ah là, c'est très compliqué. Ils ont été vraiment à la peine.
dur pour Mota. Et son équipe termine avec 67% de possession, mais à peine 0,95 XG créé et 2,39 XG concédé. Le Benfica qui a fait 2,39 XG avec 33% du ballon, 6 grandes occasions, une seule pour la Juve. Et de top mouvements côté Lisboète, j'ai vu le petit ballon laissé qui file entre les jambes, pour Aktürkoğlu qui arrive, qui finit extérieur de surface. Ouais, très très belle séquence du Benfica qui a mérité sa victoire. Et la Juve qui recule, 20e place seulement. On verra ce que ça donne niveau tirage, mais ça peut être Milan, ça peut être le PSV Eindhoven. Aucun de ces matchs sera facile pour eux. Et voilà où en est la Juve. Sinon, Inter-Monaco, bon, Lautaro Martinez s'est régalé dans un match que Monaco, visiblement, ne voulait pas gagner. Il concède un penalty au bout de 3 minutes. Maouissa prend un rouge au bout de 11. Ouais, à partir de ce moment-là, ça allait être un peu compliqué. Et du coup, Lautaro, il s'est pas prié. Deuxième but à la 15e. Le triplé en seconde période. Pour Lautaro, il est vraiment revenu en forme. On en parle dans chaque récap du week-end, j'ai l'impression maintenant. Mais le triplé contre Monaco, après avoir planté contre le Sparta aussi, en Serie A, buteur sur les 3 derniers matchs. Sur ces 7 derniers matchs, toutes compétitions confondues, parce qu'il y avait aussi la finale de Supercoupe contre l'AC Milan, il est à 8 buts et 2 passes D sur les 7 derniers. Donc ouais, très très fort pour l'ami Lautaro Martinez. Le Sporting a eu chaud. Ça, c'est exactement comme on en avait parlé dans la preview. Un bon Bologne qui leur a fait mal pendant longtemps. Gyökeres s'était blessé, il marque le premier but, mais Konrad Harder les a sauvés à la toute fin, 77e minute. But salvateur, le but de la qualif. Ça leur fait beaucoup de bien, mais c'était tendu pour le Sporting. Et du coup, eux, niveau tirage, qu'est-ce que ça va donner Atalanta ou Dortmund? Pas facile, pas facile. Gros match, Sporting-Atalanta, gros match. Sporting-Dortmund, gros match. Et après, LOSC, Aston Villa, mais cette partie de tableau-là, elle est assez intéressante. Ça fait 6 équipes qui évoluent dans des horizons de niveau assez similaires. Donc ça pourrait être très très intéressant. Et Rui Borges et ces hommes qui s'en sortent. C'était le récap. Voici mes mousquetaires. Et le premier, Ethan Nwaneri, un soir de première. Arteta avait beaucoup fait tourner contre Girona. Il y avait par exemple une ligne d'attaque. Il était en présence de Raheem Sterling, Trossard. Au milieu, Merino, Jorginho, Kivior en défense centrale, Partey à droite, Neto dans les buts. Donc Arsenal, clairement, une grosse rotation. Et à 17 ans, Nwaneri, man of the match. Le deuxième plus jeune buteur anglais en Champions derrière Jude Bellingham. Superbe frappe enroulée en ayant pris depuis le côté, un peu comme un Bukayo Saka. Magnifique finition. Et super but pour un gars qui est vraiment un gros talent, gros crack du côté d'Arsenal. Mon deuxième mousquetaire, Martin Baturena. On avait parlé un petit peu dans la preview de l'Euro. Il a profité d'une énorme erreur de Gabia pour aller marquer le premier but pour Zagreb. Malheureusement, Zagreb, même en battant Milan, n'a pas eu de chance sur les autres résultats. Mais Baturena a fait un top match. 6 dribbles réussis, record du match. 4 occasions créées, record du match. 4 fautes subies, record du match. 12 duels gagnés, record du match. À 21 ans, c'est un vrai talent, Martin Baturena. C'est un vrai crack. Et je suis très content de le mousquetariser. Parce que je ne sais pas quand on le reverra, maintenant que Zagreb est sorti. Et enfin, à la toute première position, bien sûr, Morgan Rogers. L'Aston Villa a gagné 4-2 contre le Celtic. Ils ont pris la 8e place, du coup. Très belle performance pour Aston Villa, qui se retrouve dans quelle partie de tableau? Ils sont où les Villans? Ils sont ici. Donc, comme on a dit, pour eux, ce sera soit Atalanta, soit Dortmund, soit Bruges, soit le Sporting en 8e de finale. Perspective pour Villa d'être favori de son 8e, peut-être en fonction de qui a, et d'aller chercher un quart, peut-être même pour eux. Et Morgan Rogers, voilà, il a planté un triplé contre le Celtic, dont 7 frappes. Un petit peu dévié. Mais c'était mon joueur à suivre du début de saison à Villa. Et depuis, il était coté à 15 à l'époque, quand on avait fait cette vidéo-là cet été. Et depuis, il a explosé. Il est passé à 40. Énorme saison pour Morgan Rogers. 10 buts, 5 passes D, toutes compétitions confondues cette saison. Et on en a parlé un petit peu dans les MIP avec Stan, dans la liste complémentaire. Il aurait pu être dans le top 5, même si le top 5 est costaud. Voilà, ça conclut mes mousquetaires. Et je pense que c'est pas mal. Morgan Rogers, Martin Baturena et donc Ethan Nwaneri. Pour la tortue, pour Mbappé, c'est la tortue que j'ai choisi à la fin. Très bonne suggestion en commentaire. C'est pas facile pour Mbappé, il y en a tellement en même temps, c'est une figure tellement importante.
La tortue, j'aimais bien parce que c'est à la fois la tortue ninja, la classique, mais c'est aussi un peu le contre-pied de sa vitesse électrique. Il est une drôle de tortue, une sorte de tortue supersonique. A fait un début de carrière avec le Real Madrid, là, un petit peu tortue aussi, mais peut-être que la tortue va rattraper le lièvre. Intéressant en tout cas, Mbappé, la tortue. Facile, simple, efficace. Et maintenant, je vous attends pour Ous Dembélé. On l'a pas encore surnommé. On a le lionceau Bradley Barcola. On a le poulpe de Tavira, João Neves. Et pour Ousmane, qu'est-ce qu'on a? Vos meilleures suggestions, inspirations en commentaire. J'espère que ce récap vous a plu. Rendez-vous 11 h demain pour le live tirage au sort. Ça va être génial. Prenez soin de vous les potes et à demain.